Bonjour à tous, bienvenue pour cette présentation sur le thème du télétravail. Donc, nous allons voir ensemble, durant les prochaines minutes, la thématique du télétravail à Luxembourg, sa mise en place, ses impacts et les risques potentiels. Donc, au sommaire, on va tout d'abord vous présenter la réglementation en matière de télétravail. On verra ensuite quelles sont les limites et les points d'attention, pour enfin également aborder la problématique de la surveillance des salariés qui se trouvent en télétravail et des risques psychosociaux liés à cette forme atypique de travail. En termes d'introduction, on vous a mis quelques chiffres dans un premier temps. Donc, une première étude Eurostat qui est datée de 2020, du 24 avril plus précisément, qui nous explique que 11,6% des personnes actives et résidentes au Luxembourg déclarent télétravailler régulièrement. Donc, grâce à cette statistique, en fait, le Luxembourg arrive en 3e position des États membres de l'UE. On vous a également mis une deuxième statistique qui, elle, est datée de septembre 2020, donc en pleine crise de coronavirus. Et là, en fait, on voit clairement que les employeurs ont eu recours au télétravail puisque 69% des personnes actives à Luxembourg sont passées au télétravail. Alors, dans un premier temps, nous allons voir ensemble la réglementation en matière de mise en place et de mise en œuvre du télétravail. Tout d'abord, la législation applicable. Comme vous le savez très certainement, le télétravail n'est pas codifié à Luxembourg. En effet, il s'agit d'un accord interprofessionnel qui a été conclu en 2006 entre les représentants du patronat et des syndicats qui a été signé, accord qui a ensuite été renouvelé en 2012 et en 2016. Par contre, lors de ces renouvellements, l'accord n'a pas été modifié en substance. Toutefois, suite à une certaine évolution du mode du télétravail, notamment l'impact de la digitalisation, mais aussi l'impact de la pandémie actuelle, les partenaires sociaux ont décidé qu'il était temps de procéder à une modification substantielle de cette convention et donc ont signé le 20 octobre 2020 une nouvelle convention. Il est important de noter toutefois que cette convention de 2020 n'est pas encore entrée en vigueur, car effectivement, il faut attendre qu'elle soit déclarée d'obligation générale, ce qui n'est pas encore le cas. La convention de 2006 reste donc en vigueur pour le moment, mais toutefois, la déclaration d'obligation générale devrait tomber sous peu. Autre point en matière de législation qui peut encadrer le télétravail, c'est que la Convention de 2020 prévoit la possibilité de mettre en place des régimes spécifiques, soit au niveau du secteur, donc par convention collective, soit au niveau de l'entreprise par décision interne. Ces accords spécifiques pourront aller plus loin que la Convention de 2020 et pourront par exemple déterminer quelles sont les catégories de salariés qui seront exclus du télétravail, quels sont les lieux autorisés pour le télétravail et quelles sont les règles en matière de protection des données ou de santé et sécurité au travail. Alors, quelles sont les nouveautés de la Convention de 2020 en termes de définition ? Alors, tout d'abord, quant au champ d'application, la Convention de 2020 vise tous les salariés mentionnés dans le Code du travail, ce qui veut dire que tous les salariés sous CDI, sous CDD, mais aussi les salariés sous préavis, par exemple, ou sous période d'essai, peuvent être concernés par cet accord télétravail. Certaines exclusions sont maintenues, comme celui, par exemple, du statut de fonctionnaire, mais des exclusions nouvelles ont également été insérées dans cette convention. Il s'agit notamment du détachement à l'étranger, car effectivement, à partir du moment où vous avez un employeur luxembourgeois qui détache un salarié à l'étranger, il ne s'agit pas d'une forme de télétravail, mais vous devrez appliquer les règles en matière de détachement. Secteur également exclu de la convention, c'est le secteur du transport. Donc, typiquement, vos chauffeurs routiers, chauffeurs de tram ne seront pas couverts par cet accord. Toutefois, le staff administratif de ces entreprises pourra se voir couvrir par cet accord télétravail. Autres personnes exclues, les représentants de commerce qui effectuent bien évidemment les prestations à distance et hors locaux d'entreprise. On a aussi une exclusion qui concerne les coworking spaces. Il s'agit là de lieux de travail partagés. Souvent, les entreprises en fait, mettent à disposition des antennes à leurs salariés, typiquement près des frontières, par exemple. Si l'employeur paye le loyer relatif à ces coworking spaces, dans ce cas-là, il ne s'agit pas de télétravail. C'est comme si le travail était effectué sur site. On a aussi une exclusion pour le smart working. Donc, il s'agit de
prestations qui sont très temporaires en fait et très ponctuelles, typiquement lorsque vous prenez un appel à distance ou que vous revoyez un document en ligne sur l'ordinateur pour une durée très limitée de 5-10 minutes. Ces temps ponctuels ne sont pas considérés comme du télétravail. Et enfin, on a aussi tous les prestataires qui fournissent des services à l'extérieur, comme les réparateurs ou autres, qui ne seront pas non plus couverts par cet accord télétravail. On a également une suppression très importante dans la définition, c'est la suppression du terme domicile. Donc effectivement, avec la Convention de 2020, le télétravail pourra se faire en tout lieu et non plus seulement au domicile du salarié. Et enfin, un point qui a été introduit avec cette convention, c'est la définition du télétravail occasionnel. Car effectivement, avant, la législation européenne, comme l'accord de 2006, ne réglementait que le télétravail régulier. Donc là, on a une nouveauté. Le télétravail occasionnel est défini comme celui effectué pour faire face à tout imprévu, donc typiquement en cas de pandémie, ou lorsqu'il représente moins de 10% en moyenne du temps de travail du salarié. Il a noté que les deux ne sont pas cumulatifs, c'est-à-dire que votre événement imprévu n'entre pas dans le seuil des 10%. Donc là, c'est une nouveauté qui est très bien, puisqu'avant, le télétravail occasionnel n'était pas du tout réglementé. Et enfin, le télétravail régulier, à contrario, il s'agit de toutes les autres formes de télétravail. Alors, qu'en est-il du formalisme? En ce qui concerne le télétravail régulier, on reste sur la nécessité de procéder par un accord écrit des parties. Donc, vous devrez mettre en place soit un avenant au contrat de travail, soit tout autre accord écrit. Cet accord devra comporter un certain nombre de mentions obligatoires, comme par exemple le lieu du télétravail ou encore les horaires pendant lesquels le salarié doit être disponible. Le formalisme a été quelque peu aménagé puisque certaines mentions obligatoires ont été retirées dans la Convention de 2020. C'est par exemple le cas concernant la mention de la personne de contact ou du supérieur hiérarchique, ou encore la job description qui n'est plus nécessaire. En matière de télétravail occasionnel, on a un formalisme par contre qui est très allégé puisqu'il s'agit d'une simple confirmation écrite qui est requise par l'employeur. On n'a nul besoin de passer par exemple par un avenant au contrat de travail. Toutefois, il faut quand même faire attention et on vous recommande en interne, par exemple via votre accord d'entreprise, de définir les cas d'imprévus pour éviter toute contestation de vos salariés ou toute application, par exemple, discriminatoire d'un salarié à l'autre. Et enfin, on vous conseille également de définir le formalisme de cette confirmation pour le télétravail occasionnel. Est-ce qu'un email est suffisant? Est-ce que vous souhaitez un courrier? Donc, il est bien de définir ces modalités-là dans un accord d'entreprise. Qu'en est-il de la mise en œuvre même du télétravail? Alors, deux principes très importants. Le premier principe, c'est celui de l'accord commun entre employeurs et salariés. En effet, l'employeur ne pourra pas passer outre, par exemple, un refus du salarié de passer à ce mode de télétravail. Deuxième point important, c'est que la nature de l'emploi et les fonctions du salarié doivent bien évidemment permettre de télétravailler. On vous a mis ici une petite statistique qui est très intéressante, réalisée par l'ISER en juillet 2019. Et donc, il nous est dit que 88% des salariés déclarent en 2013 ne pas avoir eu l'opportunité de télétravailler. Et ce pour deux raisons. La première raison, à hauteur de 52%, du fait de la nature de leur emploi. La deuxième raison, à hauteur de 36%, tout simplement parce que leur entreprise ne leur a pas permis de télétravailler. Et on voit que dans les 12% des salariés qui ont télétravaillé, 80% ont utilisé cette opportunité. Donc, on voit qu'à partir du moment où les entreprises permettent aux salariés de passer à un mode télétravail, eh bien, les salariés l'utilisent très largement. Qu'en est-il de la conséquence de la mise en place par accord mutuel? Alors, ce principe-là, en fait, découle donc de la Convention de 2020. Et de par ce principe, un employeur, comme je l'ai dit, ne pourra pas obliger un salarié à passer en mode télétravail. Et il ne pourra pas passer outre le refus du salarié, par exemple, en ayant recours à la procédure de modification unilatérale du contrat de travail qui est prévue à l'article 121.7 du Code du travail. En effet, à partir du moment où vous avez un refus, eh bien, le salarié ne télétravaillera pas. Alors, est-ce qu'il existe toutefois des exceptions à ce principe d'accord mutuel? Est-ce que dans certains cas, l'employeur peut imposer le télétravail à ses salariés?
effectivement, on voit une possibilité, c'est en cas de mise en danger ou de risque en termes de santé et de sécurité des salariés. L'employeur peut à ce moment-là demander à ses salariés de travailler à distance, ce qui a effectivement été le cas lors de la pandémie dès le mois de mars 2020. Qu'en est-il maintenant de votre télétravailleur qui souhaite ou que vous souhaitez voir revenir à une formule plus classique de travail, donc un travail sur site? Alors, la Convention nous dit que le télétravailleur comme l'employeur peuvent à tout moment demander un retour à un travail selon la formule classique. Toutefois, l'une ou l'autre des parties ne saurait l'imposer. Car effectivement, dans le mode de télétravail régulier, ce retour se fera bien évidemment par un écrit signé par les parties. Et ce qu'il est important de noter, c'est qu'en tout état de cause, vos modalités de passage à la formule classique doivent être convenues en amont, c'est-à-dire au moment où votre salarié commence à télétravailler, il faut déjà prévoir quelles sont les modalités d'un passage à la formule classique de travail. Et une dernière possibilité qu'on souhaitait également énoncer, c'est qu'il est tout à fait possible, par exemple, pour un employeur et un salarié, de prévoir une durée limitée de télétravail, de dire, par exemple, que pendant 6 mois, le salarié sera en télétravail une partie de la semaine. Et de prévoir bien évidemment dans l'accord tout de suite les modalités de passage à la formule classique. Dernier point très important dans cette convention de 2020, c'est le rôle de la délégation du personnel qui a été accru. Car effectivement, vous voyez sur le slide que pour tout effectif de plus de 150 salariés, la délégation a désormais un pouvoir de codécision. Donc, il ne s'agit plus simplement d'une information, d'une consultation de la délégation, mais votre délégation va réellement participer à la prise de décision. Alors, en pratique, cela ne veut pas dire qu'à chaque fois que vous allez négocier avec un salarié un passage au télétravail, votre délégation soit inclue dans les négociations. Cette codécision se fera uniquement, par exemple, au moment où vous souhaitez mettre en place un accord d'entreprise qui définit des modalités de télétravail. Dans ce cas-là, la délégation pourra décider d'une mesure ou d'une autre avec l'employeur. Et donc, dans un second temps, nous allons voir ensemble les limites et points d'attention concernant le télétravail. Avec tout d'abord le volet sécurité sociale pour les télétravailleurs frontaliers. Donc, le principe, c'est que les salariés qui exercent une partie substantielle de leur activité professionnelle pour le compte de leur employeur dans leur pays de résidence seront à affilier dans celui-ci. La définition de l'activité substantielle, c'est quand plus de 25% du temps de travail et ou de la rémunération se fait dans le pays de résidence du télétravailleur. Donc, recommandation, monitoring précis qui doit être fait concernant le temps de travail effectué dans le pays de résidence si celui-ci n'est pas le Luxembourg. Alors, sur ce slide, vous verrez deux situations distinctes que nous vous avons présentées. Dans le premier cas de figure, il s'agit d'un télétravailleur frontalier français qui télétravaille à son domicile chaque lundi et chaque vendredi de la semaine. Et le reste du temps, soit du mardi au jeudi, il se rend sur le site de son employeur pour prester son travail. Dans ce cas de figure-là, ce sera la sécurité sociale française qui sera applicable parce qu'il aura plus de 25% passé dans son état de résidence, la France. Dans la situation numéro 2, nous avons le même télétravailleur résident français qui va télétravailler uniquement 2 lundis par mois. Et le reste du temps, il sera sur site au Luxembourg, au siège de son employeur. Dans ce cas de figure, ce sera bien la sécurité sociale luxembourgeoise qui sera applicable. Alors, sur ce slide, vous verrez la particularité du Covid-19 concernant le volet sécurité sociale avec un extrait du communiqué du ministère de la Sécurité sociale daté du mois de décembre 2020 qui indique que les journées télétravaillées actuellement dans les États membres autres que le Luxembourg ne seront pas décomptées jusqu'au 30 juin 2021 si c'est en raison de la crise du Covid-19. En ce qui concerne le volet fiscalité des télétravailleurs frontaliers, alors par principe, les salariés frontaliers doivent prester leur activité physiquement au Luxembourg pour relever de la fiscalité luxembourgeoise. Au-delà de ce principe, il y a une tolérance via des conventions fiscales bilatérales entre le Luxembourg et les États membres proches du Luxembourg, soit la France, la Belgique et l'Allemagne, et qui permettent aux frontaliers un certain seuil de tolérance.
Donc, ces seuils sont pour la France de 29 jours, en Belgique 24 et en Allemagne 19 jours. En cas de dépassement de ce seuil de tolérance, les frontaliers deviennent imposables dans leur pays de résidence sur la rémunération qui sera liée soit au télétravail, soit à tout business trip qui serait hors du Luxembourg. Donc, encore une fois, la recommandation en la matière, c'est bien un monitoring strict des jours passés dans le pays de résidence des salariés frontaliers. Petit point dû à la période Covid-19 avec les textes applicables selon les États membres pour l'absence de prise en compte des jours de télétravail des frontaliers actuellement en raison de la crise Covid. Nous allons voir ensuite tout ce qui concerne l'accident du travail. Alors, l'accident du travail est défini à l'article 92 du Code de la sécurité sociale. On entend par accident du travail celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l'occasion de son travail. Le télétravail est couvert par l'association d'assurance accident, l'AAA, à condition que celui-ci respecte les dispositions de la convention relative au télétravail. Avec la nouvelle distinction télétravail régulier et occasionnel, il n'y a pas de formalisme particulier obligatoire pour le télétravail occasionnel, mais importance vraiment de l'écrit pour éviter toute contestation et tout doute en cas d'accident du travail. En effet, la problématique en la matière, c'est la difficulté de la qualification ou non d'accident du travail pendant une période de télétravail. En effet, comment déterminer si l'accident est bien survenu par le fait du travail ou à l'occasion de la prestation de travail? La frontière vie privée, vie professionnelle est beaucoup plus difficile à identifier chez les télétravailleurs que chez les salariés qui travaillent sur site. Donc, selon l'AAA, un point intéressant sur leur site internet, le fait pour un télétravailleur de se couper avec un couteau en préparant le repas de midi n'est pas considéré comme accident du travail. L'AAA fait donc bien la distinction entre la vie privée et la vie professionnelle du salarié qui se trouve en télétravail. Le problème reste toujours autour de la preuve, d'où l'importance d'avoir un écrit pour bien clarifier la situation de télétravail du salarié. En ce qui concerne les équipements de travail et les dommages, en cas de télétravail régulier, c'est l'employeur qui doit fournir l'équipement de travail nécessaire aux télétravailleurs. C'est l'employeur qui doit encore prendre en charge les coûts engendrés par le télétravail et qui doit fournir une assistance technique en cas de besoin. Alors, il faut savoir qu'en cas de panne, c'est le salarié qui a une obligation d'informer son employeur immédiatement qu'il n'est pas en mesure de travailler parce que soit le PC ne fonctionne plus ou que la box Internet est en panne. Et dans ce cas-là, le temps de travail sera forcément, le temps passé sera forcément du temps de travail, même si dans les faits, le salarié ne peut pas prester, parce que ce n'est pas de son fait et qu'il a informé dûment son employeur de la problématique. En ce qui concerne les dommages occasionnés pendant le télétravail, c'est l'employeur qui va assumer la responsabilité des coûts liés à la perte ou à la détérioration des équipements et données utilisés par le salarié. La seule limite, c'est l'article L121-9 du Code du travail qui indique que le salarié supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou par sa négligence grave. Ces deux conditions. Un exemple, le café renversé sur le PC, que se passe-t-il? Qui est responsable? À notre sens, il ne s'agit pas d'un acte volontaire du salarié ni d'une négligence grave, mais plus d'un acte maladroit, d'un simple acte maladroit du salarié. Donc, dans tous les cas, les recommandations à suivre dans ce cas de figure, c'est de se rapprocher de la compagnie d'assurance pour connaître les conditions de prise en charge pour l'employeur. C'est ce qu'il y a à faire en premier lieu. En ce qui concerne le télétravail occasionnel, en théorie, il n'y a pas d'obligation pour l'employeur de fournir les équipements. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, il ne faut pas faire de différence de traitement entre les salariés. Et par ailleurs, il est très important de protéger les données de l'entreprise, ce qui est moins possible lorsque le salarié va utiliser son PC privé. Donc, il est recommandé de fournir le matériel nécessaire aux télétravailleurs pour éviter tout risque. En ce qui concerne l'égalité de traitement entre les salariés, ça va concerner plusieurs volets. On vous les a listés sur ce slide. Alors, tout d'abord, les conditions d'emploi, le temps de travail, la rémunération, l'accès à la formation, l'évolution de carrière ou encore le respect de la vie privée et au traitement des données à caractère personnel. En ce qui concerne la protection des données, l'employeur a l'obligation de prendre les mesures adéquates pour assurer la protection des données, y compris les données à caractère personnel utilisées et traitées par le télétravailleur à des fins professionnelles.
Le télétravailleur doit être formé dans cette matière. Donc, les recommandations, c'est de mettre en place des formations avec les équipes IP, Data Protection et le salarié, d'établir également une checklist afin de s'assurer que tous les antivirus sont à jour, que les règles en matière de stockage sont respectées, etc. Ce qui pourrait être intéressant, c'est également de mettre en place une charte informatique. L'employeur doit dans tous les cas informer le télétravailleur de toute restriction à l'usage des équipements informatiques et des sanctions en cas de non-respect. Troisième point, la surveillance des salariés qui sont en télétravail. Donc, sur ce slide, on vous a mis un petit rappel de la législation applicable en matière de surveillance des salariés sur le lieu de travail. Comme vous le savez, cette surveillance est strictement encadrée. Donc, on vous a mis les informations préalables qui doivent être fournies aux salariés en cas de surveillance. Par exemple, une description détaillée du traitement de sa finalité, les modalités de mise en œuvre, etc. Ensuite, on vous a aussi mis un rappel quant au traitement de données qui peuvent faire l'objet d'une surveillance. Et vous verrez que ces cas de figure sont strictement énumérés par la loi. Dans ce slide, ce qu'on voulait voir avec vous, c'est tout simplement toutes les mesures de traçage qui ont été mises en place, notamment durant ces derniers mois de pandémie. Effectivement, on a vu se développer auprès des employeurs, par exemple, des formules de traçage de productivité du salarié. Donc, typiquement, l'employeur qui installe un logiciel vérifiant l'activité, la consultation des sites Internet, qui vérifie l'activité de la inbox, etc. Donc, toutes ces formules de traçage sont interdites. L'obligation aussi pour l'employeur est celle d'informer le télétravailleur de toute restriction que vous souhaitez faire de l'usage d'un outil informatique. Donc, typiquement, si l'employeur ne souhaite pas que le salarié consulte des pages Internet à titre personnel, il doit l'en informer au préalable. La même chose pour l'utilisation du portable, et ce pour pouvoir mettre en place des sanctions efficaces en cas de violation. Alors, comment faire dans ce cadre-là pour, par exemple, détecter et éviter que des salariés décrochent? Effectivement, télétravail ne veut pas forcément dire un travail en toute autonomie. Donc, si votre télétravailleur ne répond plus aux emails, aux appels, ne se connecte pas au réseau ou à la base de données, il sera important de mettre en place un suivi, que ce soit journalier ou hebdomadaire, d'organiser des réunions entre son supérieur hiérarchique et lui-même pour essayer de comprendre où réside le problème. Important aussi, c'est dès l'apparition de décrochage régulier, le manager devra se mettre en relation avec son service RH pour d'ores et déjà commencer à réfléchir à des mesures adéquates. Par exemple, un rappel à l'ordre, un avertissement, voire plus, et constitution d'un dossier pour un licenciement. Un point important, c'est lorsque vous formulez des rappels, des injonctions à vos salariés, faites-le par écrit en termes de preuves et bien évidemment, essayez d'utiliser des délais réalistes. Deuxième point, du point de vue du supérieur hiérarchique. Alors, le rôle du supérieur hiérarchique est bien évidemment de superviser, d'encadrer des équipes. Donc, une telle fonction peut parfois être difficile à effectuer à distance. Donc, comment accompagner vos managers? Tout d'abord, il faut prévoir des formations. Ce sont les fameuses formations soft skills, car effectivement, manager à distance n'est pas du tout la même chose que manager sur site. Ensuite, il faut expliquer à vos managers qu'ils doivent à tout prix éviter de pallier à l'absence de surveillance physique par une mise sous pression des salariés. Effectivement, durant les derniers mois, on a quand même vu beaucoup de situations de pression où les managers envoyaient des emails pressants aux salariés, les appelaient pour analyser le temps de réponse ou simplement voir si le salarié répondait. Toutes ces formules ne sont pas à conseiller, car effectivement, derrière, votre salarié pourra peut-être se plaindre de harcèlement. Autre point important pour vos managers, il s'agit de respecter scrupuleusement les horaires de travail. Donc, télétravail ne veut pas dire un travail qui doit se faire le week-end, etc., s'il n'y a pas de nécessité. Et tout cela, en fait, dans un esprit de non-infantilisation des salariés, car effectivement, si vous pressez trop et que vous faites trop de suivi, votre salarié risque d'être infantilisé et ne pourra plus suivre de lui-même les tâches à effectuer ou les prestations qu'il doit faire. Donc, en conclusion, il s'agit d'éviter à tout prix la rupture du lien de confiance entre votre manager et le salarié et d'éviter tout impact sur la santé de ces deux personnes. Et enfin, nous allons voir ensemble les risques psychosociaux liés au télétravail.
Alors, le télétravail a de nombreux avantages, entre autres l'économie du temps de trajet qui à Luxembourg n'est vraiment pas négligeable. Il y a également une meilleure flexibilité dans l'organisation du travail et les salariés télétravailleurs revendiquent souvent un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle. Maintenant, le télétravail a aussi ses limites. La frontière vie privée, vie professionnelle est plus difficile à maintenir pour eux et du fait que le travail entre matériellement dans leur sphère privée. Au niveau des statistiques, 82% des télétravailleurs déclarent apporter du travail chez eux en dehors des heures de travail, contre 23% des salariés qui ne télétravaillent pas. Ça représente bien la notion de droit à la déconnexion qui est apparue dans la Convention de 2020, qui n'est pas pour l'instant légiférée à Luxembourg, mais contrairement à d'autres pays comme la France, mais ce point sera à suivre prochainement. En ce qui concerne les risques pour le salarié, c'est principalement le risque d'isolement, comme ça a été rappelé par la Convention de 2020, qui indique que l'employeur doit s'assurer de prévenir l'isolement de son télétravailleur. Alors, comment le faire? En prévoyant des réunions, en permettant au salarié de rencontrer régulièrement ses collègues, à ce que le salarié télétravailleur ait aussi accès aux informations de l'entreprise via intranet, conférences vidéo, etc., au même titre que les salariés sur site. Le plus important, c'est de garder un sentiment d'appartenance à une entité commune pour les salariés télétravailleurs. En effet, le salarié télétravailleur n'a pas de possibilité d'échanger avec ses collègues, que ce soit dans les pauses café ou pauses midi, ce qui peut entraîner un isolement et qui pourrait dégénérer en souffrance pour lui. Donc, la recommandation en la matière, c'est vraiment des réunions d'équipe et un suivi régulier des télétravailleurs. Et le dernier point, illustration chiffrée d'après une étude française qui date de décembre 2020, donc qui est toute récente, avec des données alarmantes. Depuis la crise du Covid, 24% des salariés sondés déclarent avoir déjà pris un arrêt de travail à cause du stress ou de l'anxiété. Plus on monte dans la hiérarchie, plus la détresse psychologique augmente. 49% des salariés sondés se disent en détresse psychologique. 49% des salariés sondés restent dans leur entreprise faute de trouver mieux et ils sont 60% chez les télétravailleurs à 100%. Enfin, 35% des salariés sondés estiment que la crise sanitaire leur a fait comprendre que ce qu'ils faisaient n'avait pas de sens. Voilà, donc il s'agissait là du dernier slide. On vous a mis nos cartes de visite. Vous pourrez bien entendu nous contacter pour toute question relative à la thématique du télétravail ou toute autre thématique en droit du travail. Merci beaucoup. Merci.